Allez, on n'a quasiment pas encore parlé vaccin dans l'émission. Il fallait y arriver. Madame la ministre de l'Industrie qui nous a confirmé ce matin à la télévision, dès demain, des doses de vaccins contre la Covid-19 seront produites en France. Delpharm produira des premiers lots du vaccin BioNTech Pfizer en Eure-et-Loire. Et ce n'est qu'un début. Nous produirons d'ici 2 semaines du Moderna et dans les prochains mois du CureVac et du Janssen. Alors, est-ce qu'il faut se féliciter d'avoir des vaccins made in France ou continuer à se désoler qu'on en soit à produire le vaccin des autres Pascal, votre sentiment? Ah oui, je sais pas. Non, mais voilà. Non, bon, il faut qu'il y ait des... Le lien, il est clair. Hein, c'est crise sanitaire, vaccin, économie, déficit dette. Hein, donc, tant qu'on résout... Non, mais si on reste sur la déficit dette, on en a parlé, là, on reste sur la production de vaccins. Production de vaccins, moi, voilà, j'ai pas d'avis. Vous bottez en touche, Nicolas. Ils sont un peu français. Il y a des patrons français à la tête de ces boîtes. Hein. Je pense que... moi, c'est pragmatique. On pourra avoir le débat ou la polémique, mais ça aurait dû être celui de Sanofi ou celui de Pasteur qui est ici. Les Français adoreraient d'ailleurs un débat comme ça. Vous auriez dû me poser la question et puis on serait parti. Mais en réalité, on a besoin de vaccins, on les produit ici, puis on vaccine les personnes directement. Ceci dit, je reviendrai quand même sur la petite boutade de dire que c'est des patrons français, mais c'est intéressant. Il y avait un entrepreneur qui en mettait ça dans un cadre. Mais quand on a des gens ultra brillants, c'est à la tête de Moderna d'un côté et à la tête de AstraZeneca de l'autre. Exactement, quand on a des gens hyper brillants, la vraie question... quand même pas chez Pfizer. Non, mais ça en fait déjà 2 quand même. C'est pourquoi ces gens-là sont partis. Hein. C'est ça qui est intéressant. Et quand entre les niveaux de taxation, etc., on est demandeur de tous ces... On ne voit jamais les effets collatéraux d'une taxe à 75%. Par exemple, ça peut en être une. Oui. Alors ça, elle n'a pas été appliquée, hein, mais elle avait été très largement évoquée dans le programme en 2012, vous avez raison. Allez, autre sujet, je ne sais pas si ça vous inspire, c'est Monsieur Premier ministre du Royaume-Uni qui nous a dit que lundi 12 avril, c'est-à-dire lundi prochain, il allait aller dans un pub lui-même et qu'il allait mettre avec précaution, mais de façon déterminée, porter une pinte de bière à ses lèvres. C'était sa façon d'annoncer le début du déconfinement et la réouverture des restaurants et des pubs en Grande-Bretagne. Donc, lundi 12, Boris Johnson ira boire une bière. Vous l'enviez ? Ouais, mais moi j'ai envie cet esprit anglo-saxon pragmatique. Trump et Johnson, ils ont dit il y a un problème, on met de l'argent, on se met en ordre de marche, on règle le problème. Ils ont des vaccins, ils y sont allés comme des bourrins, ils ont mis l'argent, pendant que nous, on était en train d'épiloguer. Est-ce que c'est plutôt bien? Est-ce qu'il faut les acheter à plusieurs? Est-ce que c'est pas l'occasion de construire l'Europe, etc. Et je trouve que ces 2 états d'esprit que vous retrouvez aussi dans le business, entre des anglos qui sont en train de bien dérouler de manière pragmatique et qui à la fin ont des résultats, et nous, pendant qu'on est en train de continuer à discuter, on n'ira pas avec notre peuple, parce qu'on prendre notre pinte avec lui, parce qu'on n'a pas le droit de prendre l'Eurostar, et ce pour encore un moment. Et donc je trouve que ça illustre quand même des états d'esprit dont parfois il faudrait s'inspirer. Pascal, lundi 12, vous serez jaloux de Boris Johnson avec sa pinte de bière? Très très jaloux, effectivement. Alors, je préfère qu'il prenne sa pinte de bière en Angleterre qu'il aille voyager au Portugal, parce que qui rouvre aussi le Portugal. Ouais. C'est ce qui s'est passé avec le Portugal. C'est effectivement les Britanniques qui étaient venus l'été. Et ça a été à l'origine de la seconde vague terrible du Portugal. Bon, c'est un peu moins drôle, mais effectivement, s'il a les conditions sanitaires, bravo, je dis, voilà, et ça donnera des idées à tout le monde. Et j'espère qu'on pourra également en France rapidement retrouver un peu de sérénité, moyennant un tout petit peu de discipline. Voilà. Allez, les salles de gym et les coiffeurs rouvriront également lundi prochain en Grande-Bretagne. Donc non seulement il pourra aller pour boire une pinte, mais il pourra aller se faire coiffer. Allez, dernier sujet. Selon le classement mondial Green Future Index, qui est réalisé par la Tech Review de MIT, la France se classe 4e des pays les plus écolos de la planète, derrière l'Islande, le Danemark et la Norvège. Ce confrère mesquin nous dit que la Suède de Greta Thunberg n'est que 12e. Alors c'est un classement qui n'est pas que sur les émissions, mais également sur la nature des politiques climatiques. En même temps, c'est de voir que la France est le 4e pays le plus écolo, c'est cocorico, Nicolas?
Moi, je trouve que les classements, ça a du bon. Ça permet d'objectiver les choses. Ça me fait penser un peu au classement de Shanghai. Quand on a vu que les Français étaient derniers, au bout d'un moment, ils s'organisent, ils se mettent à un plan d'action, et puis petit à petit, on apparaît à la 10e place. Là, c'est un peu la même chose. Et puis, on va arrêter ça va permettre aussi de crédibiliser quand on dit que la France, c'est pas une poubelle par rapport à plein d'autres pays et qu'on n'est pas les pires producteurs. Bien, ça va permettre d'objectiver. Donc, quand on se réjouit de se dire, on a du nucléaire. Le nucléaire, ça rejette pas de CO2. Ça permettra d'éviter de prendre des décisions suicidaires, comme l'Allemagne, où je lisais dans l'article que finalement, l'Allemagne, aujourd'hui, un Allemand, alors qu'il consomme 2% de plus que nous au quotidien, il pollue 5 fois plus que nous grâce à ses centrales au charbon. Donc c'est l'objectif. En matière de consommation d'électricité par habitant, Pascal? Non, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire. Il faut aussi féliciter les entrepreneurs, les entreprises, les banques, les grandes entreprises, les plus grandes, puisqu'il y a aussi des normes environnementales, ce qu'on appelle les normes ESG, environnementales, sociales, de gouvernance, qui permettent aussi de faciliter un peu la mise en place de procédés environnementaux. Il y a certains sont d'ailleurs labellisés, les labels ISR, tout ça fait déjà un certain temps, mais ça joue beaucoup dans l'envie d'aller plus vite maintenant avec le contexte actuel, bien sûr. Donc il n'y a pas que le mix énergétique, il y a encore une fois les contraintes, le climat, les politiques, les politiques mises en œuvre, qui font que le MIT sort ce classement. Il faut toujours rentrer dans les classements, ça dit bon, il faut toujours rentrer dans les critères aussi, effectivement. Ça fait sérieux. Ça fait sérieux, c'est pas des Européens, en plus c'est un regard extérieur, et c'est que des pays européens en tête, puisque voilà, on le disait, Islande en 1, Danemark en 2, Norvège en 3, France en 4, Irlande en 5, et donc effectivement, je ne sais pas quels sont les suivants, je n'ai pas la suite du classement, il y a la Nouvelle-Zélande qui est pas mal aussi, pas loin, qui n'est pas européenne. Merci, on en restera là ce soir. Merci messieurs d'avoir été les interlocuteurs ce soir, merci à vous de nous avoir regardés. Très bonne soirée, on se retrouve demain à la même heure sur Bismart. Ciao.